cours de votre exercice de fonction d'auditeur général, vous avez eu à recevoir le ci-devant commissaire supérieur adjoint Milambwe et dans quel contexte? Monsieur le Président, augustement de la Cour, Monsieur l'auditeur général, Monsieur le greffier, je confirme que Milambwe était reçu à l'auditorat général par l'auditeur général que j'étais avec. Et dans quel contexte nous étions en plein, je dis bien, en pleine enquête dans l'affaire assassinat de M. Tchibéa et M. Bazama. Alors, nous avons j'ai mis toutes les batteries en marche pour qu'on puisse retrouver tous ceux qui étaient impliqués de près ou de loin dans cette affaire. Milambwe était technicien chargé de machines pour les caméras vidéo à l'inspection générale de la police. Nous avons pu mettre la main sur quelques-uns de ces personnes que nous cherchions. Et à cette époque-là, le nom Milambwe ne nous intéressait pas. Le nom Milambwe apparaît lorsque je fais descendre sur le terrain, c'est-à-dire l'inspection générale de la police, une équipe de magistrats qui m'ont retrouvé pour aller voir, d'abord, s'enquérir sur le bureau de Paul Milambwe et savoir si les équipements qui se trouvaient dans son cabinet, parce que je précise ici que moi j'y allais souvent dans le cadre de collaboration entre services et l'institution. Je savais qu'il y avait un monsieur là, je ne connaissais pas le nom, mais qui manipulait des caméras vidéo. Alors, cette équipe qui est descendue sur le terrain, malheureusement pour cette équipe, ils n'ont rien trouvé. Les magistrats n'ont rien trouvé. Ils ont trouvé un registre qui reprenait le nom des personnes qui demandaient audience auprès de l'inspecteur général de la police, qui était à l'époque le général John. Ils sont revenus me faire un rapport. Alors, je chercherai à savoir, l'auditoire général cherchera à savoir qui est cet officier qui était placé pour gérer ces équipes. C'est alors que le nom de Milambwe va sortir. Alors, toutes les batteries seront en marche pour qu'on puisse retrouver Milambwe. Nous avons pratiquement fait, je crois, quelque chose comme un mois, sans succès. Un matin, moi j'arrivais souvent à mon bureau entre 10h et 11h. J'arrive à mon bureau, je reçois un coup de fil anonyme qui me dit, mon général, Milambwe est ici à l'inspection générale de la police. Il est dans la salle qu'on appelle messe des officiers, blotti dans un coin, à envoyer quelqu'un rapidement, sinon il va disparaître. C'est ce que j'ai fait. J'appelle le colonel Zabi, qui était mon directeur de cabinet adjoint, parce qu'il était aussi de l'équipe de personnes qui enquêtaient. Je lui ai dit, courez vite à l'inspection générale de la police. On me rapporte qu'on a mis la main, enfin qu'on a aperçu Milambwe là-bas à l'inspection générale de la police. Le temps que le colonel Zabi, mon directeur de cabinet adjoint, arrive à l'inspection générale de la police, je me ressaisis, je dis, avec le trafic automobile, nous risquons de perdre Milambwe. Alors, puisque le bataillon PEV était à quelques pas de l'inspection, j'appelle le commandant bataillon PEV à l'époque, je crois qu'il était lieutenant-colonel du major, Djadjidji. Je pose la question à Djadjidji, où vous trouvez?
Il me dit, mon général, je suis dans les environs du palais du peuple. Et je lui dis, Djadji, il faut aller vite à l'inspection générale de la police. On a retrouvé les lambeaux. Prenez-le moi, amenez-le. Et c'est ce que Djadji fera. Et il m'emmènera, il conduira devant moi, monsieur Milan ici présent. Vous ne connaissez même pas son nom. Voilà comment je communique. Il arrive chez vous, vous le trouvez, vous posez des actes. Vous ou vos collaborateurs. Quand il arrive chez vous, on l'a amené finalement chez vous. Djadja, le lieutenant-colonel Djadja a amené Milambo à l'auditoire général. Quand il arrive, vous l'interrogez. Ou bien vous donnez à l'équipe pour l'interroger. Et après, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Milambo arrive à l'auditoire général. J'étais dans mon cabinet. J'ignorais que Milambo venait d'arriver à l'auditoire. Alors, mes services m'informent que Djadja était dans l'antichambre et il voulait me rencontrer. Je me suis dit, c'est vrai qu'il faut Milambo. Djadja entre dans mon cabinet. Il me dit, mon général, je suis venu avec Milambo. Je dis, ok. Milambo entre dans mon cabinet. Je lui dis, bonjour Paul. C'est ce que je lui dis. Bonjour Paul. Comment allez-vous? Et il me répond, ça va bien mon général. Moi je dis bien. On est en train de vous chercher. Pourquoi vous avez fui? Et il me dit, non mon général, je n'ai pas fui. Je devais aller me faire soigner du côté de Mankana, je crois, à l'indigène, parce que je suis malade. J'ai demandé l'autorisation à ma hiérarchie. Ils m'ont fait une feuille de route. Et ils me sortent un papier qui était effectivement une feuille de route. Alors, je suis sorti, je suis parti me faire soigner. Et de là où je me trouvais, comme je me sentais déjà mieux, j'ai appelé le général du Sénégal pour lui dire que je voulais reprendre du service. Alors, le général du Sénégal me dit, venez, nous allons voir le problème ici sur place. C'est ainsi que mon général, je suis rentré et je suis allé à l'inspection générale de la police nationale. Pendant que je me trouvais là, une équipe de PM arrive, me prend et m'amène ici. Voilà mon général. Mais je lui ai fait une observation. Moi, il dit, écoutez, les amis, comment pouvez-vous expliquer que vous, regardez un peu votre grade, et voyez le général du Sénégal. Non seulement il est général, mais il est, en termes simples, commandant en chef de la police nationale. Pourquoi vous qui m'avez brandi ici la feuille de route? Parce que vous avez été autorisé à vous rendre, vous faire soigner à l'indigène. Pourquoi vous n'êtes pas tout simplement revenu et demander d'être reçu et régler votre problème? Mais l'homme me dira, j'avais peur, moi je. Est-ce que Milambo a été entendu sur PV au niveau de l'électorat général? Oui. Milambo, quand il est arrivé, je l'ai reçu. J'ai fait venir le major Ndaka. Parce que moi déjà, avec cette enquête qui m'avait pratiquement fatigué, j'ai fait venir le major Ndaka. Je lui ai dit, prenez le major Milambo. Je crois qu'il était major à cette époque, lui-même il peut rectifier. Prenez-le, allez l'auditionner quand vous allez terminer. Venez avec le procès verbal d'audition et lui. C'est ce que Ndaka a fait. C'est ce que Ndaka a fait. Pas une seule fois, parce que vous savez, en parlant ici, moi j'attends là-bas où moi j'étais. J'attends tout. Lorsque Milan me dit que je suis monté à deux reprises au cabinet du colonel Ndaka, eh bien moi je ne sais pas quel moment je suis monté. Moi,
Cour va Oui. être en train de vous amener sur... Et donc, après, le magistrat Ndaka lui pose toutes ces questions et il le met à votre disposition. Oui. Qu'est-ce que vous en faites après? Eh bien, Mouilamboué revient. Mouilamboué et moi, nous commençons à nous entretenir comme des anciens copains de personnes qui se connaissent. Alors, je lui dis, je garde le procès verbal. Vous allez entendre au corps des gardes. Parce que lorsqu'on est venu avec Mouilamboué, il est entré pieds nus. Et ça m'a révolté. Ça m'a révolté parce que 47 ans de carrière en tant que magistrat, je n'ai jamais toléré ça. Pour moi, que vous soyez deuxième classe, que vous soyez général, vous devez être traité avec dignité. Je fais des reproches aux personnes qui sont, c'était les gardes. Je dis, mais c'est quoi ça? Où sont ces chaussures? Allez chercher ces chaussures. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Et après, moi je crois plus tard, qu'est-ce que je vais dire? Nous avons continué à nous entretenir jusqu'à ce que je lui dise de se retirer et puis l'entendre, je lui dirai quoi plus tard. Est-ce qu'à l'issue de cette journée-là, Mouilamboué est resté à votre disposition ou bien il est allé ailleurs? Mouilamboué n'avait pas à aller ailleurs. Mouilamboué, pour moi, les déclarations de Mouilamboué, ça m'aidait. Je me suis dit, voilà quelqu'un que je peux utiliser pour régler les cas des autres. Ça m'aidait. Parce que Mouilamboué a dit ce que lui, il a vécu. Alors, moi, je dis à Mouilamboué de rester pendant que, avant de quitter mon bureau, pendant que j'étais à mon bureau, on vient m'informer, je ne sais plus qui, qu'il y a des agents de la NER qui sont là et qui voudraient me voir. Ils venaient de la part de l'AG, la MCP générale. Je les fais entrer. Ils entrent. Je ne sais plus, ils étaient à 2 ou 3, mais en tout cas, ils sont entrés dans mon cabinet. Et je leur dis, je les fais d'abord m'asseoir, je les salue, je dis, messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, nous venons de la part de l'AG, ils nous envoient pour venir chercher Mouilamboué. Dès que j'ai entendu ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'AG, et je lui ai parlé en swahili. Je lui ai demandé si c'est vrai qu'il avait envoyé des gens chez moi. Ces gens ont décliné leur identité. Là, je me dis oui. Envoyez-le moi. Je vais aussi l'auditionner. Quand je vais terminer avec lui, je vous le retourne. Mouilamboué est parti, il est parti comme ça. Ok, je crois que sur ce point-là, il y a le point de recoupement par rapport à ce que le prévenu Mouilamboué a dit. Il est arrivé à l'auditoire, il a été en contact avec l'auditeur général, il a été entendu par le magistrat Ndaka, et après l'audition, je schématise, il a été récupéré par les agents de l'ANER. L'auditeur général le confirme, Mouilamboué le confirme. Je crois que sur ce point-là, y a-t-il des questions? Je commence par l'auditeur. Monsieur le directeur général, avant votre audition, il y a des constantes, il y a ce qui est, il y a un recoupement, mais il y a deux points que nous voulons savoir. Un, est-ce que pendant que vous étiez en train d'interroger ou de vous entretenir avec Mouilamboué, avez-vous reçu des coups de fil de l'extérieur
le concernant. Oui, De qui? oui. J'ai reçu l'unique coup de fil que j'ai reçu sur mon téléphone. Si je l'avais, j'allais vous le remettre. Mais depuis, vous voyez, ça fait 10 ans, les enfants à la maison, ils abîment leur téléphone et je leur distribue mes téléphones que je n'utilise pas. J'ai reçu l'unique coup de fil. C'était le coup de fil du général John Numbi, suspendu en qualité d'inspecteur général de police. Le général John Numbi me dit, j'ai appris que Paul Milambo est chez vous. Moi, il dit oui, moi je l'appelle. Paul Milambo était en face de moi. Moi, il dit oui, moi je l'appelle. Il est là. D'ailleurs, il est en face de moi. Il dit, est-ce que je peux l'avoir au téléphone? Il dit, il n'y a pas de problème. Je prends mon téléphone, je remets à Paul Milambo. Je lui dis, le général John. Avec le général John Numbi, ils échangent en une dialecte que moi je ne comprenais pas. Ils ont échangé pendant, je crois, 5 ou 10 minutes. Et ils se parlaient en dialecte. Je ne comprenais rien du tout. Et puis après, Moulan m'a retourné le téléphone. Voilà. Mon général, nous sommes au mois d'avril 2011 quand Milam se présente à l'inspection générale de la police et de là il sera acheminé à l'auditorat général. Mais au moment où Milam est acheminé à l'auditorat général, il est déjà renvoyé devant la cour militaire de la Gombe avec d'autres co-prévenus, notamment Moukala et les autres. Parce qu'en principe, lorsqu'il arrive à l'auditorat général, il n'y avait qu'une seule option. Lui notifier la décision de renvoi et le mettre à la disposition de la cour militaire de Kinshasa, la cour militaire de Kinshasa Gombe, parce que le ministère public que vous étiez était irrévocablement dessaisi. La question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir pourquoi, au lieu d'être mis à la notifier, au lieu qu'on lui notifie la décision de renvoi et qu'on le mette à la disposition de la cour militaire de la Gombe, c'est au niveau de l'ANER qui se retrouve. C'est ça la grande préoccupation qui le concerne. Parce qu'il était déjà renvoyé devant la cour militaire de la Gombe, 3 ou 4 mois avant, au moment où il se présente à l'inspection générale. C'est ça la préoccupation. Pourquoi on ne le met pas à la disposition de la cour militaire de la Gombe, mais plutôt on l'envoie, on le met à la disposition de l'ANER? Je réponds à cette question. Ça fait 10 ans que cette affaire a duré. 10 ans. Aujourd'hui, me poser une telle question, c'est comme si vous, chez vous, me demandiez d'aller chercher mes billes dans une boîte. Je ne peux pas, moi, à cette heure-ci, je suis devant vous, dire qu'il y avait une décision de renvoi renvoyant Milambwe devant la cour militaire de la Gombe. Parce que, justement, nous ne savions pas qu'est-ce qu'il faut. S'il y avait un Milambwe, d'abord, nous ne savions pas s'il y avait un Milambwe. Et s'il y avait un Milambwe, qu'est-ce qu'on reprochait à Milambwe? Qu'est-ce qu'on reprochait à Milambwe? Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu une décision de renvoi à cette époque. Il y avait effectivement une décision de renvoi. Ça, on peut vous le confirmer. Oui, monsieur le ministère public. Merci. Je demande aux avocats des parties civiles de prendre leur place et d'éviter les attroupements. Il faut sécuriser les personnes qui comparaissent. Il ne faut pas les... Allez, reprenez vos places. Merci, monsieur le président, pour la question. Nous saluons d'abord la présence de monsieur le président. Il a bien voulu répondre, faire preuve de civisme judiciaire. Il y a une question qui hante les esprits de tout le monde qui est ici. Monsieur l'auditeur général est sur place. Monsieur l'auditeur général, est-ce que pendant que Milambwe était
à l'office de l'auditorat général. Le sénateur à vie vous a-t-il appelé? Si oui, c'était pourquoi? Pendant que Milambwe se trouvait à mon bureau, je l'ai dit ici tout à l'heure, je n'ai reçu qu'un seul coup de fil, celui du général Jono. Est-ce que le sénateur à vie, Joseph Kabila, a appelé l'auditeur général? Je vous dis non. Pourquoi je dis non? Parce que justement, tout contact entre moi, contrairement à mes prédécesseurs, si je veux parler particulièrement du général Ikouya, qui voyait le président pratiquement tout le matin, eh bien, entre l'auditeur général que j'étais et la présidente de la République, le président de la République, si vous voulez bien, je devais passer par la maison militaire. À l'époque, la maison militaire était dirigée par le colonel devenu général d'armée aujourd'hui, le colonel Mbala. Et même des missions que j'effectuais, lorsque je revenais, c'était Mbala et Mbala de secrétaire. Donc, dire que moi j'ai reçu, non. Je pourrais toutefois vous dire que lors de mon premier séjour à Lubumbashi, à l'occasion d'un de mes séjours à Lubumbashi, de tout premier d'ailleurs, j'étais envoyé pour aller mener l'enquête sur l'affaire Gédéon. Je me trouvais dans ma chambre d'hôtel, je crois que c'était un après-midi, le président de la République m'appelle et il me pose la question suivante. Est-ce que vous avez été servi? Moi je lui dis, Excellence, Monsieur le Président, je ne comprends pas très bien la question. Il me dit non. J'ai envoyé vos indemnités de mission. Parce que la manière dont je suis parti à Lubumbashi, ben, il fallait être condé pour accepter ça. Les autres, je ne vois pas comment ils allaient partir. Je suis parti menu, avec un billet d'ailleurs qui ne m'appartenait pas, parce que c'était un opérateur économique ici, qui a arraché le billet à un de ses agents qui voyageait. Il m'a remis, j'ai voyagé avec ce billet. Alors, le président de Médine, soyez calme, qu'est-ce qu'il était à l'époque, Kikaya Bin Kaloumi, est en route pour Lubumbashi, et je lui ai remis votre enveloppe indemnité de mission. Je n'ai jamais reçu cette enveloppe. Bien. Je crois que Mon général, je voudrais savoir, c'est une question que je pose comme ça par rapport à ces dossiers, parce que pour moi, je rappelle, peut-être que vous avez oublié, ça fait longtemps, c'est vrai, que Paul Milambwe était effectivement renvoyé devant la cour militaire de la Goume. Je crois que vos collaborateurs étaient avec vous à l'époque, les savaient. Au moment où il était à l'auditorat, on l'avait transféré à l'auditorat général. Bon, la question que moi je me pose et que je voudrais vous la poser, c'est celle de savoir si vous n'auriez pas reçu de pression qui vous aurait déterminé à mettre plutôt Milambwe à la disposition de l'ANR au lieu de le mettre à la disposition de la Cour militaire. C'est la question que je vous pose. Monsieur le Président, soyons sérieux. 47 ans de service. Le premier dossier sensible, ce n'était pas le dossier Chibéa. J'en ai connu à l'époque de Mobutu. Je n'étais pas encore général. Je devais même passer général trop jeune, mais j'ai refusé. J'ai traité les dossiers sensibles. Si déjà à cette époque-là, je n'ai pas reçu de pression, et a fortiori dans l'affaire Chibéa, qui devait me faire pression et pourquoi? Parce que n'étant pas membre du Conseil supérieur de la défense, mais je suis vu à la radio, à la télévision, que le président de la République avait demandé à tous les services de mettre tout au point pour débusquer toutes les personnes impliquées dans l'assassinat de M. C'est surtout ça qui le dérangeait, de M. Chebea.
et on saisit cette justice. Qui dit mieux? Est-ce la pression? C'est ce qu'on appelle pression ou pas? J'ai fait mon travail dans le calme, calmement, je n'ai pas reçu de pression. S'il y a quelqu'un qui est venu vous raconter ce que j'ai reçu de pression, c'est à lui de les émotions. Non, laissez-moi quand même vous donner des précisions. C'est peut-être une question d'un juge, mais si le juge n'a pas de précision, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, je vous ai répondu. Moi, je vous avais dit que vous avez reçu un appel du Gérard Mili qui voulait savoir si vous avez été à l'auditoire général. Et il vous a demandé de lui passer ce que vous avez fait. Vous avez dit que Milamboué s'est entretenu pendant plus ou moins 5 minutes avec Gérard Lumbi et c'était en dialecte. Alors après qu'ils aient fini leur conversation, il vous a remis le téléphone. Est-ce que vous avez demandé à Milamboué de quoi il avait parlé? Non, je n'ai pas fait. Est-ce que lui-même a pris l'initiative de vous dire de quoi Non. il avait parlé? Tout ce qu'il m'a dit, je viens de terminer mon entretien avec lui. Je n'ai pas posé de questions, lui-même n'a pas pris d'initiative. Est-ce que pendant que Milamboué se trouvait au cabinet du magistrat Ndaka, à l'époque c'était major ou lieutenant-colonel, pendant qu'il se trouvait dans son cabinet en train d'être entendu, est-ce que vous vous êtes déplacé pour aller au cabinet de... Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison que je me déplace, parce que j'avais donné le travail à un magistrat, un haut magistrat, quelqu'un qui connaissait son job, et j'attendais tout simplement le raison. Il n'y avait pas de raison. Alors qu'est-ce que vous dites lorsque le premier Milamboué soutient que à 2 reprises vous alliez, comme si quelque part on vous pressait de savoir d'en finir avec lui, de connaître l'évolution, et chaque fois vous alliez auprès du magistrat Ndaka pour savoir si il en avait fini avec lui. Et qu'à cette occasion, vous avez fait sortir le magistrat Ndaka et un lieutenant qui l'assistait au bureau, vous êtes resté avec lui et c'est à ce moment-là que vous aurez reçu des appels. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette déclaration? Monsieur le Président, la vérité est toute. Tôt ou tard, cette vérité sera connue. Moi, je vous parle de ma vérité. Milamboué Paul vous parle de sa vérité. C'est à vous de juger. Moi, je ne veux pas m'aligner derrière ce que Milamboué dit. Si lui, il m'a vu à 2 reprises au cabinet de Ndaka, quitte à lui à venir vous expliquer ça. Moi, je ne vois pas. Qu'est-ce que j'allais faire au cabinet de Ndaka? D'autant plus que j'avais donné le travail à Ndaka, un magistrat que je connaissais, sa qualité intellectuelle, sa compétence, je connaissais tout. Il n'y avait pas de raison. Alors, une dernière question, mon général. Milamboué part à l'ANER. Donc, vous avez promis qu'après qu'on ait entendu là-bas, on allait le retourner. On ne le retourne pas. Quelle a été votre réaction? Eh bien, j'ai immédiatement réagi. Le jour suivant, parce que Milamboué est parti un peu tard dans la soirée, après avoir obtenu de l'AGNR la confirmation que c'est lui qui a envoyé ses hommes pour venir chercher Milamboué, le jour d'après, j'ai appelé. Ça, je le faisais pratiquement tout le temps que Milamboué n'était plus à ma disposition. Monsieur Lagier, j'ai besoin de Milamboué, mais vous m'avez dit que ce ne serait pas long. J'attends Milamboué. Ah, Moukouba, Ngoya tout à Moulouji. Moukouba, c'est comme ça que je m'appelle, Moukouba. Cher aîné, attendez, on va vous le retourner. Et donc, plus rien pendant des années, il n'a plus répondu. Mais la suite, on connaît à travers
toutes les informations que nous avons reçues. Je serai surpris aussi comme tout le monde lorsque j'apprends qu'un certain Thierry Michel, un journaliste, a interviewé Paul Milam à Bruxelles sur l'affaire Chidea. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez demandé à l'AG, vous m'aviez promis qu'il allait revenir, il était chez vous, mais maintenant j'apprends qu'il est à Bruxelles. Je ne l'ai pas demandé. J'avais déjà fait mon devoir de demande. Il m'a toujours promis de m'envoyer. Mais c'est à Bruxelles que j'apprends que les gens se trouvent. Mon général, je reviens encore à vous. Toujours à propos de Milambo, mais il est mis à la disposition de l'ANER. Il n'est plus jamais retourné à l'auditoire général pour qu'on le mette à la disposition de la Cour militaire, où il était entre-temps d'être jugé. Et finalement, pendant qu'il est toujours entre les mains de l'ANER, il est condamné par la Cour militaire à la peine capitale. Alors qu'on ne lui a pas donné l'occasion de se présenter devant le juge. Quelle est je veux savoir votre impression, qu'est-ce que vous avez pensé d'un tel verdict? Cette histoire de décision de renvoi, je vous dis, je ne m'en souviens plus. Il est fort possible qu'il y avait une décision de renvoi. Mais dire que oui, Moulambo était entre-temps jugé devant la Cour militaire, je ne peux pas vous dire. Je suis sincère avec vous. Excusez-moi, je n'étais pas fait. La défense, passez par moi. Il y a une école ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons poser deux petites questions au renseignement du jour, que nous respectons beaucoup. Un officier supérieur. Posez des questions. Nous allons directement à la question du Président. Laissez-nous quand même d'avoir quelques minutes. Bon, vous savez, Monsieur le Président, la procédure pénale, surtout militaire, est de stricte observance. Dans cette procédure, il y a la discrétion, surtout lorsque on mène les enquêtes. Une personne soupçonnée dans une affaire, suspendue, qui n'a plus de fonction, bien qu'il y a le grade de général, lieutenant général du corps, appelle l'auditeur général pour lui demander de causer avec le prévenu dont l'enquête est en cours. Et l'auditeur permet qu'il y ait cette causerie-là. Est-ce qu'il n'y a pas de violation des procédures pénales? Deuxième question. Pourquoi le choix d'aller amener Paul Milambo était tombé sur le commandant bateau permis? Donc après, l'histoire va nous démontrer que lui aussi était impliqué dans cette affaire. Il était à l'inspection générale. Vous me laissez poser la question maintenant. Il y a deux questions. La première question, pourquoi vous avez appelé que Djadida, et le fait d'avoir, pendant que vous étiez en train d'interroger, de vous entretenir avec Milambo, vous avez permis qu'il entre en contact avec une tierce personne, en l'occurrence le général John. Voilà la question. Bien. Pour ce qui concerne Djadida, je voudrais rappeler ici que le poste de la police militaire est proche jusqu'à ce jour de l'inspection générale de la police. Moi, j'ai toujours travaillé aussi bien avec la police nationale qu'avec la police nationale, par la police militaire. Pourquoi j'ai choisi Selma Djadida? Mais vous voulez que je choisisse qui? Parce que le commandant de la police militaire, c'était Djadida. Je devais appeler qui? Pour la deuxième question, chercher à savoir pourquoi
alors que Milambo était devant moi, devant les magistrats instructeurs, j'ai permis ce coup de fil et cette conversation entre Milambo et le général John Numbi. Mais le général John Numbi, comme vous l'avez dit, c'est bien ça. Le général John Numbi, jusque-là, n'était pas encore en tabou supérieur. Le général John Numbi était suspendu. Mais rien alors disait que le général John Numbi était impliqué dans cette affaire. Voilà pourquoi j'ai passé le général John Numbi. Deuxième question. Oui, deux petites questions, votre honneur. C'est par rapport au PV qui a été établi par le lieutenant-colonel Ndaka. Je voulais savoir auprès de l'enseignant de séjour, comment se fait-il que ce PV, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé ça? Parce que même dans les dossiers, on ne sait pas où se trouve ce PV. Or, le prévenu, Paul Milambo, a été clair, il avait lu le PV entre 7 et 10 pages, et lui-même avait signé ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce PV est toujours introuvable. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je voulais juste savoir, au moment des faits, lorsque Djadidja vous amène Paul Milambo, vous l'avez reçu dans votre cabinet, vous avez commencé à échanger, vous-même vous l'avez bien dit mon général, comme des copains. Alors, directement, il y a eu un coup de fil de la part du général John Numbi. Or, d'après le prévenu Paul Milambo, lui était déjà au niveau de l'auditorat général, il n'attendait que votre arrivée. Et vous venez de confirmer que vous arrivez souvent entre 10h et 11h. La préoccupation est de savoir, en tant qu'auditeur général à l'époque, comment se fait-il que vous avez autorisé, bien sûr vous avez dit que ce n'était pas sous pression, que l'Agence nationale des renseignements puisse par un coup de fil amener nous tel et vous avez cédé directement. Je pense qu'il y a quand même une procédure, on ne peut pas prendre même les colis. Nous qui avons l'habitude de faire des voyages, nous disons, oui, c'est ça mon colonel. Donc je voulais juste savoir par rapport à ce transfert de l'auditorat général vers l'ANR. J'ai dit. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez me la répéter parce que... Il pose la question, comment est-ce que par un coup de fil seulement, vous avez lâché Milambo pour l'année alors qu'il fallait une procédure et le PV d'Endak. Monsieur le Président, je l'ai bien dit ici tout à l'heure. La collaboration entre organes institutionnels de la République a toujours existé. Et ce n'était pas le premier cas, le cas Milambo. Bien avant cela, il y avait d'autres cas qui étaient en même temps examinés par l'ANER et en même temps examinés par l'auditeur. Et nous avons toujours échangé entre l'ANER et l'auditeur. Voilà ce que je peux dire ici. Maintenant, la deuxième, c'était quoi? Le PV d'Endak établi par l'ONAC. Oui, ça fait quoi? On ne retrouve pas. Ah, le PV du major Ndaka, on ne le retrouve pas. J'ai posé la question à ceux qui ont reçu le dossier et qui l'ont amené à leur cours. Moi j'ai enregistré le PV. Il n'y avait pas seulement le procès verbal de Ndaka, il y a plutôt de Ndaka. J'ai même saisi le téléphone de un petit truc comme ça, de Milan. Ok. Les parties civiles, pas de questions à travers le président. Monsieur le Président, vous me connaissez. Et puis, les avocats, reprenez votre place. Monsieur le Président, vous me connaissez. Président le coordonnateur, dites Reprenez un peu. Monsieur le Président, je viens poser des questions. Je voudrais que vous posiez des questions à l'auditeur général émérite et honoraire
processuel entre l'auditorat général et l'ANER qui instruit en dernier avant de déférer quelqu'un ou un suspect devant son juge légal. Qui instruit le dernier? Est-ce la police ou le magistrat? L'instruction revient à dernier lieu au magistrat. Merci beaucoup. J'ai reçu la réponse. Maintenant, il y a une question subsidiaire. En vertu de quel pouvoir dans le chef de l'ANER pouvez-vous, en tant que haut magistrat militaire, vous incliner devant un appel, pas un écrit, un appel, qui vous instruit, vous, haut magistrat, de faire devant moi le suspect Mouilambou? En vertu de quel pouvoir dans le chef? Quelle est la prérogative légale qui vous aurait obligé, vous, haut magistrat, de déférer un suspect à votre office à l'année? C'est moi qui pose la question. Oui, oui, mais j'ai dit que je passais par vous. Je suis un technicien procédurier. Quelles sont les prérogatives qui vous ont permis de prendre Mouilambou pour le déférer à la mer? Monsieur le Président, je pense que ce sera la troisième fois que j'arrive sur ça. Les services de l'État congolais collaborent entre eux. Lorsqu'un service est saisi d'un cas et qu'un autre est également saisi d'un cas, pour compléter leurs enquêtes, ils peuvent comme ça s'entraider. Moi, ce n'est pas la première fois que je fais cela avec la mer. Plus d'une fois, je l'ai fait avec la mer. Mais je crois que la question n'est pas là. Le souci devait être celui de savoir pourquoi l'AG ANER, qui avait reçu de moi Mouilambou et m'a promis de me le remettre le plus tôt possible pour qu'on l'AG ANER de la patrie. Parce que j'ai continué ainsi. La dernière question subsidiaire, là que la Cour puisse noter la défaillance est décelée dans le chef de la haute magistrature de s'incliner devant une injonction venant de la police. Est-ce que le général peut admettre que son autorité, lui, a concouru à l'évasion d'un pays devant vous? C'est une question que je lui fais poser par la Cour. Vous avez suivi, vous répondez. Je ne sais pas si Mouilambou a ce que je vous dis tout simplement que Mouilambou, à la demande de l'AG ANER, a été mis à sa disposition pour compléter son enquête. Le reste, je ne peux pas qualifier d'évasion ou quoi. Il appartient à l'avocat de la partie civile de qualifier le. Moi, je ne peux pas qualifier. Parce que je n'ai pas favorisé l'enquête, et plutôt l'évasion. J'ai dit ici tout à l'heure que Mouilambou était très important pour moi et je savais pourquoi je l'ai dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes confrères pourront me compléter. La partie civile, il n'y avait que deux.
Nous en avons une série et nous nous sommes divisés des tâches. Maître, avancez alors. Posez. Votre honneur, Des questions, pas de considérations, ni des observations. Oui. c'est une question, votre honneur. Soyez apaisés, c'est Ne une revenez question. pas sur ce qui a été posé. C'est une question, votre honneur. Oui, maître. Élie, allez-y. L'auditeur général honoraire revient sur le fait d'avoir eu Moulamboué dans son office, il était content parce que ces déclarations allaient l'aider. Ma question est de savoir en quoi est-ce que les déclarations de Moulamboué lui étaient nécessaires et en quoi est-ce que les déclarations de Moulamboué l'ont aidé dans le cadre de la procédure qui a amené la fixation de cette affaire devant vous. Monsieur le général, est-ce que vous voulez vous mettre si vous êtes fatigué? Non. Vous tenez encore? Allez-y. Malgré mes 78 ans. Vas-y, allez-y. Monsieur le Président, Moulamboué, je l'ai dit, était très important pour moi. Parce que lorsque j'envoie mon équipe à l'inspection générale de la police judiciaire, la première préoccupation, c'était d'aller voir au bureau où travaillait Moulamboué si les équipements de vidéo étaient en place. Seul Moulamboué pouvait me dire, oui, en général, les équipements sont là, je les ai laissés, mais je ne sais pas qui les a envoyés. Ouais, nous avons entendu l'ancien auditeur général de FAFDC reconnaître qu'il avait reçu Paul Moulamboué qui a été entendu. Mais jusque-là, rien n'a été dit sur les contenus comme tels des auditions ou de l'audition de Paul Moulamboué. Plus précisément, j'aimerais savoir, est-ce que précisément, j'aimerais savoir, est-ce que lors de l'audition de Paul Moulamboué, ce dernier avait-il révélé à l'auditorat général l'implication de l'inspecteur général de l'époque, le général John Numbi, dans le double assassinat de Floridel Chebea et son chauffeur? Mais est-ce que vous avez suivi l'intervention de votre confrère? Il a dit que la procédure est secrète. Si L'auditeur général ne voudrait pas vous dire ce qu'il a entendu là-bas. Mais si j'ai posé cette question, monsieur le président, si j'ai posé cette question, c'est parce que nous étions devant la cour militaire au cours de ce procès. C'est au cours de ce procès. Voilà pourquoi je monsieur le président, juste encadrer la position, disons la question de la marque. Après ce recadrement, vous avez encore des questions? Monsieur le Président, oui. Allez-y. Monsieur le Président, nous sommes plus qu'estomaqués. Puisque c'est la même attitude du ministère public que nous avions décriée en son temps, lorsque nous étions devant les premiers juges de la cour militaire de Kinshasa. Vous souvenez-vous que lorsque nous étions devant cette cour, nous avions stigmatisé le fait que dans le dossier se trouvaient 2 lots de décisions de renvoi. Ou même 3 d'ailleurs. Il y a un lot de décisions de renvoi qui provenait de l'auditorat général. Il y a un autre qui provenait de l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa. Et dans tous ces lots de décisions de renvoi, il n'avait pas été annexé le procès verbal d'audition de Paul Moulamboué. Et nous avions tout fait pour pouvoir amener le ministère public de l'époque
à pouvoir se conformer aux règles de l'art. Et c'était un divorce flagrant entre les partis civils que nous représentions et le ministère public. Et je constate qu'à cette audience, apparemment, le même acharnement, la même attitude qui était celle du ministère public de l'époque est en train de se poursuivre. Vous comprenez qu'avec la position du ministère public, il est tout à fait impérieux que les procès verbaux ou les procès verbaux d'audition de Paul Mouilamboué puissent être produits. Parce que c'est l'auditeur général en fonction qui est en train de parler. Les renseignants du jour n'est plus en fonction. Donc nous devons nous adresser au ministère public pour pouvoir nous rechercher les PV d'audition de Paul Mouilamboué. On ne peut pas se contenter de dire verbalement que Paul Mouilamboué n'avait pas dit la vérité. Sauf si je me trompe. Monsieur Paul Mouilamboué, quand il comparaissait, il avait dit avoir été entendu, en tout cas plus d'une fois. Une première fois, il avait dit toute la vérité. Et il lui avait été dit, non, tu es contre les régimes de Raïs et tout ça. On va l'approcher pour lui dire de revenir sur cette déclaration. C'est en second temps qu'il va alors déformer les faits. C'est dire que l'auditorat général dispose de 2 procès-verbaux au moins de Paul Mouilamboué que nous ne voyons pas. Et on ne peut pas nous contredire par la parole. Si je me suis égaré, en tout cas, Monsieur le Président, le prévenu Paul Mouilamboué est là, il peut confirmer ou infirmer ce qu'il avait dit au sujet de ces auditions au niveau de l'auditorat général. Ok, je voudrais, sans pousser à l'excitation, mettre que nous sommes en pleine réouverture des débats portés sur le fait de désertion à l'étranger du corps. Révélé Milambo. Mon colonel. Je demande aux avocats du conseil partie civile de répondre de votre place. Laissez celui qui est à bas seul. Vous aurez la parole. Milambo, une seule question. Oui, mon colonel. Est-ce que vous avez dit, lorsque vous comparaissiez devant l'auditeur général, la vérité telle que vous nous avez dit maintenant? Nous sommes en 2011. Est-ce que c'est la même version que vous avez dite par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire maintenant? Je le répète. Devant l'auditeur général. Je le répète même 1 milliard de fois. Devant l'auditeur, je n'ai rien dit de la vérité de la présence de TBA à l'inspection générale. Okay. Rien. Merci. Reprenez votre place. Vous avez suivi? Vous avez suivi? On a suivi, monsieur le Président. Ok. Maître Ngomo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Est-ce que Monsieur l'auditeur général peut nous dire, donner le nom des magistrats qui s'occupaient de ces dossiers au niveau de l'auditorat général? Vous avez la parole, monsieur. Allez-y, mon général. J'avais constitué une équipe. J'avais constitué une équipe qui m'entourait. Je crois pouvoir me rappeler de quelques noms. Il y avait le colonel Zabi, il y avait l'auditeur général actuel, à l'époque colonel Poulia. J'avais au moins 5 ou 6 magistrats qui m'entouraient. Monsieur le Président, si je peux corriger, je pense qu'avec le temps, Monsieur l'auditeur général a peut-être oublié. Dans l'équipe, il y avait notamment le colonel Nzabi, le colonel Makelele. Vous saviez ça? Et les... Pourquoi vous l'avez posé la question? C'est pour qu'il devienne la réponse. Et les défunts colonel Agab, qui fondait
l'équipe du ministère public, plus le juge général Molichou. Voilà les 4 personnes qui intervenaient au premier degré, je dis. Maintenant, une autre question. Est-ce que M. l'auditeur général peut se souvenir qu'à l'époque, il y avait une plainte qui avait été déposée par la veuve Chebea? Parce que j'ai entendu dire ici que les généraux John Numbi n'avaient pas comparu. Monsieur le Président, dans les dossiers que vous avez devant vous, il y a un PV d'audition du général John Numbi. Est-il confirmé encore que le général John Numbi n'avait pas comparu par rapport à la plainte déposée par la veuve Chebea? La plainte de veuve Chebea avait été traitée. C'est ce qui a fait d'ailleurs que la plainte de sœur et frère Chebea, qui reprenait exactement les propos de la veuve, n'a pas été traité. Et nous avons écrit à la famille Chebea. À la suite de notre écrit, la famille Chebea, non satisfaite, a saisi la Cour suprême de justice par la procédure de prise en compte. La Cour suprême de justice a examiné les faits et a débouté la famille, donnant raison à l'auditeur général, l'accusé des choses. Ah. Monsieur le Président, pouvez-vous poser la question suivante à Monsieur l'auditeur général? Qu'à l'époque, se souvient-il que les premiers lots de décision de renvoi renvoyaient ces dossiers devant la haute cour militaire? Peut-il se souvenir de cela? Excusez-moi, nous sommes des gens que nous connaissons. Il ne faut pas me tutoyer. Excusez si je vous tutoie. Reposez votre question parce que... Je voulais savoir si vous vous souvenez que les premiers lots de décision de renvoi renvoyaient en fait la présente cause devant la haute cour militaire. Maître, oui. Nous avions dit, pour respecter les règles de jeu, restons dans le cadre de la réouverture des débats qui portaient sur la désertion à l'étranger. Alors maintenant, vous voulez savoir si la décision de renvoi s'adressait à la Cour ou à la haute cour. Monsieur le Président, je sais là où je vais arriver, il y a une sous-question par rapport à ça. Allez-y, après la sous-question. Allez-y. La question, voilà, je vais donner la réponse pour vous. Oui. Est-il que de tous les prévenus, il n'y avait que John Numbi qui avait des grades qui pouvaient faire que le dossier soit renvoyé devant la haute cour militaire? Je tiens à vous préciser que quelques heures après que les décisions de renvoi soient emmenées à Makala, je dis bien quelques 2 heures, les premiers lots de décision de renvoi, 2 heures après, puisque nous avons dit que John Numbi a comparé comme inculpé dans les dossiers sur plainte de la veuve. Quelques 2 heures du temps après qu'on ait déposé le lot de décision de renvoi pour ceux qui étaient en prison à Makala, on va changer les décisions de renvoi. Le colonel Molichou va signer un deuxième lot de décision de renvoi. Malheureusement, malencontreusement, fixant toujours les dossiers devant la haute cour militaire. On se rendra compte après, c'est le lendemain matin qu'on va changer. C'est-à-dire que dans les dossiers, nous avons 3 lots de décisions de renvoi. Donc, dans tous ces 3 lots, il y a des décisions de renvoi concernant Paul Mulambo. Puisque nous avons développé ici, Paul Mulambo avait été poursuivi pour un certain nombre de faits. Tout cela, je vais arriver à voir, Monsieur le Président. Parce que l'ancien auditeur général a dit qu'il ne pouvait recevoir des pressions de personne. Notamment ici, je vais indiquer pour le cas de John Numbi. C'est parce qu'il y a eu des pressions que les décisions de renvoi, les premiers lots, avaient été retirés. Parce que, malheureusement, si vous ne vous souvenez pas, la grande discussion qu'il y avait eu à l'époque à la prison à Makala par rapport à tout cela. Parce que les dossiers tels que fixés, vous pouvez vérifier, les dossiers sont fixés devant la cour militaire, sans un nom. Or, nous savons très bien que chaque cour militaire a un nom. Tout simplement pourquoi? Puisque la mention haute a été biffée. C'est justement par rapport à ça. C'est pour dire également, je vais lui poser la question par rapport à ça. Pourquoi est-ce que, sachant très bien que John Numbi a été suspendu, lui-même l'a dit, par rapport au fait de la cause, pourquoi a-t-il accepté de recevoir un appel de lui et de passer Paul Mulambo qui était devant lui? Mon général, vous avez déjà répondu, mais
Je ne sais pas qu'est-ce que Maître Ngom veut exactement. Je crois qu'il a reçu la réponse ici. Et ses confrères, que ce soit de la partie civile et des autres, ont entendu ce que j'ai dit. Je ne peux rien dire. Monsieur le Président, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a dit, ne peut-il pas regretter ce qui est arrivé aujourd'hui? Ça dit quoi? Lui ayant à sa possession Paul Mouilambo, au lieu de les renvoyer à Makala, parce que je me rappelle très bien que ce jour où Paul Mouilambo s'est rendu, nous étions à Makala. Nous avons appris. Et lorsque le colonel Molicho, à l'époque, arrive à l'audience, nous posons la question, monsieur l'auditeur supérieur, nous venons d'apprendre. Le colonel Molicho nous répondra dans ses conditions, qualifié aujourd'hui de fake news, et c'était faux. Or, vous avez suivi Paul Mouilambo ici, vous dire, parmi les personnes qu'il a rencontrées à l'auditorat, il y avait également le colonel Molicho. Est-ce qu'aujourd'hui, ne peut-il pas regretter, lui, comme on l'a dit, Maître Gondo, les hauts magistrats, renvoyer quelqu'un qui était recherché, donc les dossiers étaient déjà pendant devant la cour militaire, les renvoyer à l'ANR. Est-ce qu'il y a une passerelle légale entre l'ANR et l'auditorat général par rapport à ça? Mais c'est la question que Maître Bondo a posée. Vous avez eu la réponse. On ne va pas revenir là-dessus. Quelle est la prérogative légale qui permet que le dossier parte de l'auditorat général à l'ANR? C'est la même question sur laquelle je reviens. Monsieur le Président, oui. Tous nous savons de quel pouvoir dépend l'ANR. Est-ce qu'il n'avait pas eu à poser la question à l'AG de l'ANR? Pourquoi est-ce qu'il demandait que Paul... Parce que, je rappelle, les dossiers étaient pendants devant la cour militaire. Pourquoi est-ce que lui s'est intéressé à ce que Paul Mouilambo aille à l'ANR? Pourquoi il n'a pas posé cette question-là? Parce que lui devait être transféré à Makala, à la prison. Pourquoi a-t-il préféré les renvoyer à l'ANR que les renvoyer à la prison? Je crois avoir répondu amplement à cette question. Je ne vois pas d'utilité de revenir sur des choses pour lesquelles j'ai déjà donné la réponse. Monsieur le Premier Président. Ce sera le dernier de la série de... Oui, posez. L'avant-dernier intervenant. Merci. Il y a des questions. L'avant-dernier. Bon. Les cordons dit autre chose, peut-être que j'ai mal. Oui. Monsieur le Premier Président, je voudrais poser deux questions. La première question que je fais poser par le canal de la Haute Cour militaire à Monsieur l'auditeur général consiste à ce que j'ai lu qu'au niveau du parquet, il y a ce que l'on appelle l'ouverture de la phase préparatoire au procès pénal. Et à la fin de l'ouverture, il y a ce que l'on appelle la décision de clôture de la phase préparatoire du procès pénal. Et j'ai noté qu'il y a 3 décisions: le classement sans suite, la transaction et la saisine du juge compétent. Et lorsque je suis l'intervention des uns et des autres, c'est que la cour militaire était saisie, et après que la cour militaire ait été saisie, Monsieur Paul Mouilambo était en train d'être auditionné à la suite de l'ouverture d'un dossier judiciaire. Alors la question que je pose à l'auditeur général, c'est de savoir, peut-il dire à votre auguste haute cour militaire quelle est la décision de clôture de la phase préparatoire qui a sanctionné l'instruction qui a été menée à charge
à son fils à charge de M. Paul Milambo. Il n'y avait pas de décision parce que nous étions justement en train d'instruire le cas Milambo lorsque nos amis de l'ANER ont demandé si on pouvait leur laisser Milambo pour qu'ils complètent leur dossier et nous retournent. Il n'y avait pas de décision. Donc le dossier Milambo n'était pas complété. Alors, Monsieur le Premier Président, je comprends que le dossier n'est pas clôturé. C'est que le dossier sommet encore au niveau du parquet militaire. Le sommet alors. C'est dans ces conditions-là que, comme l'ont dit mes dévanciers, si l'auditeur militaire audiencier qui comparaît ce jour peut nous faire parvenir les procès-verbaux, d'autant plus qu'il n'a existé aucune décision de clôture de la phase préparatoire à charge de M. Paul Milambo. La deuxième question, elle est de nature de confrontation contradictoire. Monsieur l'auditeur général a dit tout à l'heure que lorsqu'il s'est trouvé dans son cabinet, il n'avait reçu qu'un seul appel, l'appel qui provenait du général John Numbi. Et je voudrais que votre auguste haute cour militaire puisse appeler à la barre M. Paul Milambo pour qu'il soit confronté au général, à l'auditeur général sur ce point de droit, d'autant plus qu'il a soutenu devant vous et résoutenu que... Posez la question. C'est ça la question. Vous voulez quoi? J'ai demandé que M. Paul Milambo vienne. Alors, posez votre question. Vous voulez qu'il vienne? Oui. Paul Milambo, passez là. Ça ne doit pas prendre 10 minutes pour arriver à cette question-là. Bon, comprenez que je suis juriste. Là, monsieur, la parole. Moi, je ne suis pas mécanicien. Les 249, vous pouvez à tout moment nous rattraper. Posez la question. Monsieur Paul Milambo, vous avez soutenu devant la haute cour militaire que ce jour-là, vous avez causé à travers les téléphones de l'auditeur général avec deux personnes. D'abord avec le général John Numbi et ensuite avec le président Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui sénateur à vie. Mais tout à l'heure, la personne qui vous avait donné le téléphone dit n'avoir reçu qu'un seul appel du général John Numbi. Quelle est votre réaction? Ma réaction est simple. Je voudrais un peu contredire ce que le général Pondé a dit. J'ai bien parlé avec le général Johnny Numbi 3 fois dans son téléphone. Et une fois avec le président Kabila au bureau du lieutenant-colonel Ndaka. J'ai dit. Monsieur le Premier Président, est-ce que le renseignement, monsieur le directeur général, a une réaction concrète par rapport à cette affirmation avec force de M. Paul Milambo? Monsieur le Président, je ne sais pas combien de fois je vais répéter ce que j'ai dit. À moins que l'avocat ici à côté de moi n'ait pas été dans cette salle. Je parlais avec John Numbi. John Numbi a appelé le général Pondé et il voulait savoir si le général, plutôt le major de Lamboué était là. Moi j'ai dit oui, le Lamboué est là en face de moi. Et il m'a demandé si je voulais parler avec moi. Oui. Je peux continuer? Oui, allez-y. Parce que je suis en train de parler. Non. Vous vous adressez à nous. Milamboué, reprenez votre place là. Reprenez la place. Vous avez déjà répondu. Le docteur général réagit et puis on avance. Alors,
Un seul coup de fil, celui de John Numbi. Il voulait savoir si Mouilambo était là. Maintenant, je crois qu'il y a une question qui me vient en tête. Il faut se demander comment le général John Numbi savait que Mouilambo était chez moi à l'auditoire. C'est ça la question à laquelle vous avez la réponse. Je ne pouvais pas dire non, général Numbi, parce que le colonel, le major Mouilambo était en face de moi, et je n'avais qu'à dire oui. Mais comment le général John Numbi savait que Mouilambo était chez moi? Bien. Maître Chimanga. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, moi je félicite votre cours parce que la démarche qui est en train d'être menée est quand même sort de l'ordinaire. Ça veut dire que ce sont des choses que nous n'avons pas connues. Je vous félicite pour ça, Monsieur le Président. Et nous aimerions que quand nous avançons avec nos questions, que ça ne paraisse pas comme si nous sommes en train de déranger. Monsieur le Président, j'aimerais fixer. J'aimerais fixer, parce que dans la salle, il y a des avocats en toge qui réagissent en désapprobation de ce que le collectif de la partie civile est en train de faire. Et nous apprenons que ce sont des gens qui sont venus derrière des renseignements. Alors, à un certain moment, ça nous dérange. Ça nous dérange. Et nous ne sommes pas venus pour... Maître, c'est moi qui ai la police des débats. S'ils dérangent, je vais leur faire remarquer. Moi, je n'ai rien entendu. Posez la question. Monsieur le Président, les questions nous en avons. Permettez-nous de les poser calmement en toute sérénité, Monsieur le Président. Vas-y, calmement. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Je reviens sur deux questions qui ont déjà été posées, mais avec la lecture de la loi avec une nuance. Et je pense que pour cette question-là, le renseignant du jour, Monsieur l'auditeur général, ne dira pas qu'il a déjà répondu. J'ai à une des questions lui poser par rapport au fait que lui, comme haut magistrat, le maître de l'action publique militaire, a devant lui Mouilambo, pour qui, lui, l'auditeur général, avait déjà saisi la cour militaire, la haute cour ou la cour, ça dépend. Il a dit qu'il ne sait pas si à cette époque-là, la cour avait déjà été saisie. Nous lui concédons cette réponse que nous pensons illogique. Illogique. Mais il a traité les gens de l'ANER comme étant nos amis de l'ANER. Ce sont ses propos. Il a encore dit qu'ils ont une forme de collaboration entre la collaboration institutionnelle, entre organes institutionnels. Voilà les termes qu'il a employés. Je ne vais pas dans cette logique. Ni dans le cadre des amis entre l'auditorat et l'ANER, encore moins dans une prétendue collaboration entre les organes. Je vais dans la loi. Je suis dans le décret loi numéro 003-2003, 11 janvier 2003, portant création de l'Agence nationale des renseignements. Je suis dans son article 20, 21, excusez-moi, 22, 23, 24. Vous allez me permettre, Monsieur le Président, parce que nous sommes là pour ça. Statut judiciaire, chapitre 2. Les agents et fonctionnaires de l'Agence nationale des renseignements ayant les grades inférieurs à celui de l'inspecteur adjoint sont agents de police judiciaire. Les agents et fonctionnaires de l'Agence nationale des renseignements ayant au moins les grades d'inspecteur adjoint sont officiers de police judiciaire à compétence générale, leurs compétences étant sur toute l'étendue du territoire national. Article 23. Les officiers de police judiciaire de l'Agence nationale des renseignements sont, dans l'exercice des fonctions attachées à cette qualité, placés sous les ordres et la surveillance exclusifs de l'administrateur général et accomplissent leur mission de police judiciaire dans le respect des lois et règlements. Le dernier alinéa qui m'intéresse, dans l'article 23, ils transmettent immédiatement leurs procès-verbaux à l'administrateur général qui les envoie à l'officier du ministère public près les juridictions civiles ou militaires selon lui. Monsieur le Président,
dans cette disposition ou dans toute cette loi qui crée l'Agence nationale des renseignements, où est-ce que le renseignant du jour trouve l'opération inverse? C'est-à-dire prendre un inculpé qui a déjà changé de statut, le renvoyer devant un officier de police judiciaire. J'ai dit par rapport à la loi. Où est-ce que le ministère, le renseignant du jour, trouve le fondement légal de ce que lui avait posé comme acte en son temps? C'est ma première question, Monsieur le Président. Il y a encore une autre question. Oui, il y en a, Monsieur le Président. Posez la série de questions comme ça. Voilà. Je vais suivre la logique du pouvoir discrétionnaire. Il vous a dit qu'il avait reçu un appel anonyme l'informant de la présence de Paul Mouilambwe dans les installations de l'inspection générale. Cet appel anonyme, c'est un numéro masqué où la personne s'était-il présentée auprès de lui, parce que cette personne a appelé quand même l'auditeur général. Ayant appelé, n'a-t-il pas dit qui est-ce qu'il était en appelant l'auditeur général? C'est ma deuxième question. Ma troisième question. Excusez-moi, je m'ai retrouvé. Il vous a dit ensemble avec nous que pour faire venir Paul Mouilambwe dans ses installations, il ne pouvait que recourir au service de la police militaire parce qu'il avait déjà demandé à son Dirkaba d'aller le chercher. Après, il s'est rétracté en disant qu'il fallait qu'il envoie la police militaire. Quel est alors le rôle des agents des agents de police judiciaire, des parquets militaires, en l'occurrence de l'auditorat général? Pourquoi n'avait-il pas envoyé les APJ de l'auditorat général pour aller chercher Paul Mouilambwe? Et ma dernière question, c'est comme je vous avais dit, c'est une des questions qui a été posée, mais que je vais poser autrement pour avoir une autre réponse, parce que j'attends cette réponse. Le général John Numbi est suspendu. Il appelle suspendu pour les faits en instruction à l'auditorat général. Il appelle un inculpé qui est en pleine audition. Ou, parce que l'auditeur général, le renseignant, a dit que c'était 20 minutes qu'ils ont, que Paul Mouilambwe a eu à parler avec John Numbi. Je pense que c'est la minuterie qu'il avait donnée. Bon, 5 à 10 minutes. Non, même si c'est 5. 5 minutes. N'avait-il pas évité cette communication qui pouvait amener à Paul Mouilambwe de ne pas donner la vraie version des faits, surtout qu'ils avaient opté de parler en une langue que lui ne connaissait pas? Pourquoi en pleine audition ou en ce moment-là, l'auditeur général avait trouvé l'opportunité de donner les téléphones à un inculpé qui devait les renseigner par rapport aux informations dont il avait besoin, et que la personne qui l'appelait était suspendue pour ces faits-là, quand bien même qu'il a dit qu'il n'était pas encore, il n'avait pas encore été entendu sur le procès verbal par devant eux et qu'il ne lui reprochait rien. Mais déjà de par le fait que la hiérarchie de la police l'avait suspendu. Pourquoi avait-il accepté de donner les téléphones avec l'idée selon laquelle on peut brouiller les cartes? J'ai dit, Monsieur le Président. Je ne vois aucune disposition légale qui interdit à l'officier du ministère public d'apprécier. S'il y en a un, qui me le demande. Je vais continuer à répondre. L'avant-dernière question avait rapport à la personne anonyme. La personne anonyme. Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que je vais aller, moi, dans le téléphone de personnes qui appellent sans mettre leur nom sur le numéro, et surtout qu'il s'agit de numéros qui ne sont pas enregistrés dans le téléphone du correspondant, vais-je, moi, aller, mon problème, c'était Mouilambwe.
Mouilamboué avait des informations très intéressantes pour nous. Et puisque Mouilamboué se trouvait là, et on nous a dit, Mouilamboué est là, nous devions prendre une saisie de Mouilamboué pour qu'il vienne nous éclairer sur ce que nous voulions savoir. Pourquoi pas les agents de l'auditorat et Djadidja? Mais est-ce que il est interdit que deux services qui font pratiquement le même travail de police et de recherche s'entrecoisent? Est-ce qu'il est interdit? Monsieur l'officier de service public. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste ajouter que les membres des prévôtés militaires, communément appelés PEM, ont la qualité d'officier de police judiciaire militaire. Et à ce titre-là, un magistrat militaire peut me requérir. Comme il n'y a pas de problème, qu'on ait appelé Djadidja, qu'on n'ait pas appelé Djadidja, parce qu'il est OPJ de forces armées. Je voudrais aussi renchérir, Monsieur le Président, parce que les questions de Maître Tim avaient des implications judiciaires. Monsieur le Président, l'auditeur général des forces armées ne saisit pas la Cour militaire. Il saisit la haute Cour militaire. Il appartient à l'auditeur supérieur, près cette Cour, de saisir cette Cour. Donc il n'est pas à l'auditeur général de pouvoir saisir la Cour militaire. L'article 23, auquel vous avez fait allusion, où les OPJ de l'ANER transmettent les dossiers aux officiers du ministère public, militaire ou civil, c'est lorsqu'ils traitent des dossiers judiciaires. Mais s'il y a des dossiers ou un cas sécuritaire, ils ne peuvent pas transmettre devant n'importe quel parquet. S'il s'agit d'un dossier judiciaire, à ce moment-là, ils transmettent à l'officier compétent. Mais il s'agit d'un cas sécuritaire. Je ne crois pas que l'ANR puisse transmettre à l'ONF. Voilà un peu les quelques précisions que je voulais mettre à la disposition des participants. Je ne vais pas acter le divorce ici. Entre la partie civile et le ministère public. Je ne veux pas acter. Monsieur le Président, je vous remets ici le communiqué officiel fait par l'auditeur général en date du 14 octobre 2010. Oui, Maître Tima, vous avez terminé. Maître, oui, vous avez la parole. Merci pour la parole que vous nous accordez, Monsieur le Président. J'ai deux interventions, mais avant de les poser, j'aimerais que le prévenu Paul Mouilamboué se présente, parce qu'il faudra qu'il confirme devant l'auditeur général Pondé, devant nous, si tout ce qu'il a dit, que dit l'auditeur général. Si vous pouvez inviter le prévenu Paul Mouilamboué par Pour qu'il nous dise quoi? Essayez de l'inviter, donc, Monsieur le Président, parce que ce que je dirais ici, quelle est la question? La question est celle-ci. Le prévenu Paul Mouilamboué a soutenu plusieurs fois devant votre haute cour, Monsieur le Président, que la conversation qu'il a eue avec le sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, était sous haut-parleur. Et le jour où il l'avait dit, il a d'ailleurs dit que l'auditeur général était malin et il a apprécié cet acte. Et c'est là que l'auditeur général lui dira: j'ai tout entendu. Il a dit aujourd'hui: j'ai tout entendu, mais tu n'as pas voulu me dire pour rester sur ta position. Raison pour laquelle j'ai demandé que Paul Mouilamboué passe, qu'il confirme, et que l'auditeur général également confirme s'il l'avait dit. J'ai tout entendu, mais tu n'as pas voulu me dire pour rester dans ta position. Puis je vais poursuivre. C'est par rapport à l'intervention du sénateur Avé. Oui. Lui, Non, est-ce que le prévenu Paul peut passer, s'il vous plaît, Monsieur le Président?
Non. Un peu d'ordre, mon frère. Paul Milambo, venez. Dites-nous, reprenons ce que vous avez dit par rapport à l'intervention du sénateur Ravi. C'est ça ce que vous voulez mettre. Oui, exactement, le téléphone était à main libre. Monsieur le Président, que dit l'auditeur général Pondé? Le confirme-t-il ou l'affirme-t-il? Vous confirmez ou bien? Je ne confirme pas parce que je n'ai reçu qu'un coup de fil et dans mon bureau, en face de moi se trouvait Paul Milambo. Et ce coup de fil venait du général John Numbi et ils ont échangé en dialecte. Je ne peux pas inventer. Si Paul Milambo veut inventer le sénateur a vu où il le voit, en tout cas moi je n'ai pas entendu et je n'ai jamais mis mon téléphone sous haut-parleur comme lui. Monsieur le Président, merci beaucoup. Pendant cette audition, bien sûr, c'était le colonel Naka. Lorsque l'appel a retenti sur le téléphone, ils sont partis. L'auditeur général a demandé, avec des gestes, au prévenu Moulamboué de rester. Pouvons-nous ne penser pas que pour l'administration de la justice faire également appel au colonel Naka? Quel rapport il y a Parce que c'est pour éclairer la lanterne de votre tour, Monsieur le Président. Quelle infraction? C'est pour éclairer, parce que ça va, c'est complémentaire. Maître, par rapport à quelle infraction? C'est toujours la désertion parce qu'il a commencé. C'était toute une narration pour expliquer la désertion. D'accord, ça. Il y a une autre question, mais je reste assoiffé sur ma proposition de faire appel au colonel Naka pour confronter tout ce que nous sommes en train de nous dire ici. J'ai apprécié le partage de tous les débats, mais il faudrait que ce soit clair, Monsieur le Président. Je poursuis concernant les agents de la mer qui s'étaient entretenus. Le prévenu Paul Milambo a cité nommément M. Consul Numbi et Amissi se sont entretenus avec l'auditeur général Pondé. C'est à la sortie qu'il dira, qu'il dira à Moulambo, ce monsieur est très dangereux pour la République et le président. Je vous le donne. Moulambo peut-il confirmer? Par la suite, l'auditeur général peut-il également le confirmer? Parce que sa question découle de l'entretien qu'il y a eu entre les deux agents de l'ANER, donc le consul Numbi et Amissi, que nous a cité nommément Paul Milambo, qui a amené à l'auditeur général Pondé de libérer Paul Milambo et le remettre à la disposition de l'ANER. Voilà. Peut-il nous le confirmer? Mon général, c'est Milambo qui va dire le premier. Oui, je le confirme avec certitude. Quoi? Vous confirmez quoi? Je le confirme que j'étais, par rapport aux questions des maîtres, que c'était dans le bureau du lieutenant-colonel Ndak. Et après, quand les agents de l'ANER sont venus me récupérer, le général Pondé a dit bien qu'il est très dangereux pour la République et pour le président de la République, à ma présence et en présence des hauts cadres de l'ANER. Je cite bien M. le conseiller Numbi et M. Amissi. Monsieur le Président, je crois que nous devons faire très attention et éviter les émotions dans cette affaire. Je ne sais pas à quel moment j'étais au cabinet du magistrat Ndaka. Parce que j'ai fait venir Ndaka à mon bureau et je lui ai donné des instructions concernant l'audition de... Je ne l'appelle même pas prévenu Milambo parce que pour moi, il n'était pas prévenu. Pour moi, il ne l'était pas. Donc, c'était à mon bureau que les agents de l'ANER, je le recevrai et ils me transmettront
que je veux dire. La volonté de l'AGANER de mettre à sa disposition Paul Milamboué, vous voyez que j'évite de l'appeler prévenu parce qu'il n'était pas. Et dans le cadre de collaboration entre institutions, parce que ce n'était pas la première fois que cela se passait, beaucoup plus c'était avec l'ANER et le DGM que je faisais ce travail. Je ne sais pas s'il le faisait avec d'autres organes de l'État. Alors, moi, je ne sais pas à quel moment, j'ai dit à Paul, j'ai dit bien à Paul, il faut faire aux agents qui sont venus chercher Paul, il faut faire très attention. Ce monsieur est très dangereux pour le pouvoir. Je ne sais pas si on veut faire de moi Ponce Pilate, qui s'est débarrassé de Jésus en disant aux autres qui sont venus porter des accusations contre Jésus. Je pense Pilate qui se lave les mains en disant, vous pouvez les prendre, faites-en ce que vous voulez. Je n'ai jamais dit cette histoire. Jamais. Merci, Monsieur le Président. Vous comprenez que, Monsieur le Président, que le fait je ne dirais pas de se débarrasser, mais de libérer Paul Milamboué, comme nous l'appelons prévenu Paul Milamboué, aux mains de l'ANER. C'était à l'issue de l'entretien eu avec les agents de l'ANER. C'est par là, sûrement sous des ordres massifs dont je me préserve, c'est par là que la décision a influé de libérer Paul Milamboué. Monsieur le Président, nous avons dit, je laisse la parole. Oui, Monsieur le Président, ma question est la suivante. L'auditeur général vous dit, le jour où on devait auditionner, il avait reçu un seul appel, et c'était l'appel du général Nombi. Il sait bien que dans ses habitudes, il détenait 2 téléphones à l'époque. 2 téléphones. Et moi, je voudrais savoir, ce jour-là, pendant qu'il répondait chaleureusement au général Johnny Numbi, à un moment donné, il avait reçu un autre appel dans son 2e téléphone. À partir de cet appel-là, il s'était excusé auprès du général Numbi pour répondre à la personne qu'il avait appelée dans son deuxième téléphone. Qu'il nous dise en toute vérité, Monsieur le Président, s'il s'agissait de qui. Merci. Il n'y a que vous, dans la fertilité de votre intelligence, qui pensez que l'auditeur général que j'étais à l'époque, j'avais 2 téléphones et j'avais répondu aux 2 téléphones. J'ai l'habitude, même aujourd'hui, je n'ai pas de téléphone, aujourd'hui j'en ai 3. Ici j'en ai amené 2 parce que le 3e pose un problème de batterie. Alors, je ne vois pas comment le président de la République pouvait appeler par mon téléphone, c'était sur quelle ligne, parce que je vous ai dit ici que le président de la République ne m'a appelé qu'une seule fois à l'occasion de ma mission à Lubumbashi. C'était pour savoir si j'avais reçu les indemnités. Une seule fois. C'est sur la dernière réponse ici que j'ai une question à faire poser au général. Monsieur le Président, le renseignant nous dit, en vous regardant droit dans les yeux, qu'une seule fois, il était déjà marché en mission, le Raïs, le président de la République honoraire, l'a appelé, donc lui a téléphoné, pour lui demander s'il avait reçu ses indemnités de mission. Mais ça, c'est l'argent de poche du général.
Mais ici, vous avez un dossier brûlant qui met en cause Joseph Kabila, président de la République. Et l'instructeur principal, en vertu de l'article 42 du Code judiciaire militaire, s'appelle l'auditeur général des forces armées. C'est là que je viens vous demander de lui poser la question. Est-ce que Joseph Kabila, président de la République, qui connaissait bien son téléphone pour lui avoir téléphoné à Lubumbashi, est-ce qu'il ne pouvait pas, dans un dossier aussi sensible que celui du double assassinat, Djebé Bazana, demander à l'auditeur général est-ce que vous avez Milamboué, est-ce que vous avez peut-être instruit à charge du général ou bien à charge de Ngoué Tengaken? Est-ce que Joseph Kabila ne pouvait pas lui poser pareil? Monsieur le Président, il y a de ces choses que je suis obligé de dire ici, mais qui devaient rester comme secret. Lorsque je suis appelé par le ministre de la Justice, Maître Ngele, je me trouvais chez moi à la maison, et il était 14. On m'appelle au midi, le ministre Ngele va vous recevoir à 15 h. Préparez-vous pour être reçu. Je pose la question à mon interlocuteur, je me mets en quelle tenue? Parce qu'à cette époque-là, je ne travaillais pas. Nous étions tous pratiquement les ex-phases touches. Il me dit, mais mon colonel, même un costume civil, ça vous suffit. C'est ce que je fais. Et je prends la direction du ministère de la Justice. Lorsque j'arrive, le protocole me dit, le ministre est là, il vous attend. J'entre dans son cabinet. Il me reçoit et nous prenons place à bord du fauteuil. À cette occasion, le ministre me dit que nous allons revenir au système des auditorat parce que la Cour d'ordre militaire a causé des dégâts. Et le président de la République a jeté son dévolu sur vous. Mais il m'a dit de ceci. Il n'est pas magistrat. Et il ne veut plus, alors plus, recevoir de plaintes sur sa table. Vous faites votre travail, lui fait le sien en qualité de chef. Ma réponse au ministre Ngele était: Excellence, je ne peux pas me jeter des fleurs à moi-même. Voyez-moi à l'œuvre. Lorsque le président de la République transmet par les biais du ministre de la Justice ce que lui l'attend par le travail d'un magistrat, comment voulez-vous que le même président de la République se soucie de savoir, dans l'affaire, prenons ici le cas Chebea, où en est-on avec l'instruction? Bon, je suis... ça, c'est sa vie privée avec le ministre Ngele. Et le ministre Ngele, vous savez, c'était la période d'avant même 1+4, parce que sous 1+4, c'était notre bâtonnier national de très heureuse mémoire, Excellence Kissimba Ngoy, qui était ministre pendant la transition 1+4. Mais à l'époque de Ngele, c'était gouvernement de Kinshasa et puis gouvernement de RCD de l'autre côté. Voilà, là, c'est leur vie privée. Mais voilà ce que je voudrais. Bon, j'ai déjà noté, je comprends. Mais je voudrais, au nom de mes clients et du caractère pédagogique de cette audience publique, rectifier ce que l'auditeur général venait de déclarer là. Parce que la loi ne dit pas ce que lui a voulu dire. Voilà le rôle de l'auditeur général, c'est l'article 42 du Code judiciaire militaire.
L'auditeur général des forces armées remplit les fonctions d'officier du ministère public près de la haute cour militaire et peut exercer les mêmes fonctions près toutes les juridictions militaires établies sur le territoire de la République. Alinéa 2. L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions militaires appartient à l'auditeur général des forces armées. D'où vient ce qu'il a voulu dire ici? Qu'il réponde et qu'il dise la loi. Merci. Merci. Je crois que il est temps que nous puissions libérer l'auditeur général émérite et honoraire.